Ce n'est qu'après les examens de fin d'année et à l'approche de l'été que je me résolus à poursuivre ma traduction. Le temps avait filé avec une vitesse que je n'avais pas soupçonnée, et il ne me restait plus que quelques mois pour achever la copie du manuscrit prêté par le libraire. L'année m'avait fait faire des progrès en matière de traduction, et le temps libre que j'avais devant moi me garantissait de finir dans les temps, à condition de pouvoir y accorder suffisamment de travail. En quelques semaines, je vins à bout de plusieurs feuillets dans lesquels le soi-disant seigneur de Neustrie racontait sa pathétique et invraisemblable histoire. Je rapporte un passage qui semble avoir marqué son existence. Il erra quelque temps après son exil et passa au service d'un seigneur anglais, avant de tomber entre les mains d'une bande de pillards normands. Bien qu'il refusât de se convertir à leur religion païenne, il gagna leur respect par ses exploits au combat. De prisonnier, il devint guerrier, et dans son récit, il s'attarde sur les détails d'une bataille que je rapporte ici. Jamais je n'aurais cru un jour porter les armes en Francie contre les Francs eux-mêmes. Mais le temps qui s'écoulait et la mort qui ne venait pas avaient grandement émoussé ma foi. Ma vie était désormais orientée vers le péché. Me sachant inatteignable, je commettais toutes sortes d'excès. Mon étrange âge m'attirait sans peine les faveurs de nombreuses femmes. Il faut dire qu'en ce temps, j'avais déjà vécu plusieurs vies d'hommes, et même quand, au détour d'un combat, le fer me mordait, je guérissais miraculeusement de blessures qui auraient terrassé de plus rudes gaillards que moi. Je faisais partie de l'armée, la hirde d'un jarl, nom que les Normands donnent à leur chef. Chaque été, nous quittions les côtes montagneuses du nord pour naviguer au sud, remonter les fleuves du continent et piller les villes. Nos esquifs finirent par nous emporter sur la Seine, que nous remontâmes. Nous avions entendu parler des richesses de Paris et souhaitions en profiter. Les Francs, qui savaient nos desseins, affûtèrent leurs lames pour nous recevoir. Alors que nous campions au détour d'un méandre du fleuve, une armée franque nous prit en embuscade. Au prix de grands efforts, nous parvînmes à les repousser. Pendant le combat, je perçai moi-même la panse de leur chef. Après la lutte, on retrouva ce dernier, blessé sur le champ de bataille. Les guérisseurs allaient tenter de le sauver afin qu'on puisse en tirer rançon. Comme je l'avais moi-même vaincu, cet homme était mon prisonnier. En utilisant la langue des Francs, je lui demandai son identité, voulant savoir qui contacter pour payer le prix que j'avais fixé à sa vie. Comme nous étions seuls, que nous parlions une langue étrangère aux Normands et que le bougre était moribond, je pris le risque de lui avouer qui j'étais. Malgré sa faiblesse, il parvint à se redresser. Je lisais aussi bien chez lui l'effroi que la fascination. J'entends encore ses derniers mots alors qu'il parvenait à peine à briser la grimace de sa douleur avec un triste sourire. Alors, c'est vrai, il mourut dans la nuit. Le lendemain, je me sentais différent. Certains me trouvèrent vieilli. Ma chambre était chauffée à blanc par le soleil de l'été. La chaleur et les degrés semblaient faire monter la folie de ma vieille voisine. Elle hurlait comme une possédée, et je la soupçonnais de briser ses propres meubles. Elle refusait de m'ouvrir, si bien que je dus me décider à partir travailler dans un caboulot. Certes, ça me coûterait cher, mais de toute façon, ces mois estivaux et étouffants me coupaient l'appétit, et je ne mangeais que peu. Au hasard de mes pérégrinations, je passais dans la rue où se trouvait la librairie. Mon pressentiment semblait s'être réalisé. Les vitrines crevées donnaient sur une boutique vidée de toute sa précieuse marchandise. La peinture était si écaillée que le nom du magasin n'était presque plus lisible. J'interrogeai la percilleuse la plus proche sur cette étrange disparition, mais elle ne m'apprit rien, si ce n'était que le vieillard avait disparu du jour au lendemain. J'avais maintenant tout mon temps pour achever de déchiffrer l'étrange manuscrit que j'avais dans les mains depuis plusieurs mois. Malgré l'effacement évident du délai qui m'était imposé, je poursuivais frénétiquement ma traduction. Sans savoir pourquoi, j'étais persuadé que des feuillets s'ajoutaient au manuscrit. Je découvrais parfois de nouveaux passages qui venaient s'insérer entre des paragraphes que j'avais déjà traduits. La fatigue est, peut-être, le responsable de tous ces oublis. Si le libraire avait été vivant, il ne me resterait plus qu'un mois à compter d'aujourd'hui pour achever la traduction. C'est macabre à dire, mais heureusement que le vieil homme n'est plus, car je m'aperçois que je n'aurais jamais fini à temps, malgré tous mes efforts. L'auteur du livre dépeint avec minutie de grands moments historiques auxquels il prétend avoir participé. Il me tarde que la bibliothèque de la faculté ouvre à nouveau ses portes pour aller vérifier tous ces détails.
L'été passa, et je me décidai à aller le voir mourir sur les quais de Seine. J'emportai avec moi l'ouvrage qui, je dois l'admettre, commençait à se fatiguer sous les assauts de mes consultations intempestives. Après avoir médité un temps en regardant le soleil piqueter les remous du fleuve, je sortis l'ouvrage et l'ouvris au hasard. Étrangement, l'écriture de l'auteur avait changé. Il ne s'exprimait plus en latin, mais en une sorte de moyen français, nettement plus compréhensible, à ma grande joie. Pourquoi un tel changement de langue ? Je supposais que, pour des raisons de cohésion dans son récit, l'auteur faisait évoluer le langage de son personnage au fil des siècles que ce dernier traversait. Je fus fort étonné de ce passage, dont voici la version adaptée en un français plus moderne. J'ai enfin compris. Tout m'est apparu en une fraction de seconde, aussi nettement qu'une forteresse sur une colline nue. Je passais la nuit dans une auberge du pays d'Auge, une gargote sans prétention. En tant qu'étranger, on se méfiait de moi, et d'aucuns pensaient que je dissimulais quelque fortune mal acquise, malgré mes oripeaux de gyrovague. Je soupais seul, puis allai dormir dans une des chambres. Au cours de la nuit, je fus réveillé par d'étranges bruits. L'habitude des voyages m'avait appris que les surins étaient d'excellents compagnons lorsque des malandrins décidaient de me tirer de mes cauchemars pour tenter de me voler. Cette nuit-là ne fut point une exception. Des mains m'immobilisèrent et je sentis une haleine rance me murmurer de donner mon or, sous peine d'égorgement. Je hochai la tête, disant que je le donnerais pourvu qu'on me lâchât. Le verrou de chair qui immobilisait mon bras droit s'ouvrit. Je feignis un mal de tête en donnant de fausses informations, le temps pour moi de prendre le surin qui dormait sous mon oreiller. J'ignorais le nombre de mes agresseurs, mais dès que j'eus agrippé l'arme, j'en assénai fermement un coup à l'homme le plus proche, et les autres déguerpirent. Malheureusement, je m'étais entaillé la paume de la main en portant mon estoc. Le lendemain, alors que je vérifiais l'état de ma blessure, je m'aperçus que ma main avait changé. Une petite tache brunâtre s'était invitée sur son dos. Elle n'y était pas auparavant, j'en suis sûr. J'appris dans la journée que l'homme qui m'avait rendu une visite nocturne était mort. Je ne fus pas inquiété par les gendarmes, car le drôle était recherché pour d'innombrables faits de rapine plus sournois les uns que les autres. J'avais néanmoins ressenti une chose étrange à l'annonce de son trépas, comme un poids de moins sur mon âme. En me renseignant auprès de l'officier, ce dernier m'informa que mon agresseur et victime était un certain Jean de Nestre, une racaille qui se targuait d'avoir du sang bleu dans les veines. Ces quelques mots m'ouvrirent enfin les yeux. Le soleil mourant m'empêcha d'en savoir plus. En rentrant, je n'osais ouvrir à nouveau le livre. Le meurtre d'un de mes parents éloignés, fût-il un voyou rustre, m'avait affecté. D'autant plus que le narrateur semblait y avoir trouvé une inquiétante et agréable sensation. La rentrée universitaire se passa, et je retrouvai avec joie mes camarades. Je songeais de temps à autre que l'échéance que m'avait fixée le libraire approchait. La curiosité m'avait poussé à repasser dans la rue où se trouvait l'étrange boutique. Mais, à ma grande surprise, elle n'existait plus. Une agence de placement financier l'avait visiblement rachetée et s'y était établie. Je me demandais quoi faire de ce livre qui m'accompagnait depuis près d'un an et dont je n'arrivais pas à venir à bout. Assis sur un banc de l'université, je remarquai soudainement que le jour de l'échéance était là. La réflexion m'était venue lors d'un cours d'histoire antique, alors que je me trouvais sur le banc de l'amphithéâtre, particulièrement inconfortable. Je songeais que je n'avais pas réouvert le livre depuis ce jour d'été où j'étais parti le feuilleter sur les bords de Seine. Après mes cours, je rentrais chez moi pour préparer une dissertation sur l'influence des apports celtes au sein de l'armée romaine du IIe siècle. Ce soir-là, ma voisine était particulièrement véhémente. Elle maudissait et insultait je ne sais quelle personne imaginaire. Ses vociférations étaient telles que je ne parvenais pas à me concentrer pleinement pour travailler correctement. Alors que mon regard errait dans la pièce, il rencontra la couverture du livre. Machinalement, je le pris et, pour la première fois, l'ouvris directement sur la dernière page. Cette fois, l'écriture était parfaitement lisible et compréhensible, comme une lettre écrite par n'importe quel quidam lettré de mon époque. Voici ce qu'elle disait. Aujourd'hui, un jeune homme est venu dans la boutique. Je ne saurais douter que c'est la Providence elle-même qui me l'a envoyé. Je ne l'ai pas reconnu et pourtant nous avons tant en commun. Bientôt, il me délivrera. J'ai eu grand-peine à me débarrasser de mes biens. Les abbayes ne craignent plus le feu des envahisseurs et elles ne semblent être des coffres parfaits pour tout ce que j'ai accumulé depuis tant d'années. Le jour approche.
Mes affaires sont en ordre, je n'ai plus qu'à patienter. Je crois qu'il est temps pour moi de me réconcilier avec Dieu que j'ai trop longtemps oublié. Il m'arrive souvent de penser à elle. Je l'ai perdue depuis si longtemps. J'ai oublié les autres, je ne me souviens ni de leur nom, ni de leur visage, mais le sien, je ne l'ai jamais oublié. Que dira-t-elle en me voyant? La retrouverai-je même? Me reconnaîtra-t-elle seulement là-haut? Je saurai la réponse demain. C'est aujourd'hui. Je n'ai pas dormi. J'ai attendu, mais il n'est pas venu. Je sais où le trouver. Que Paris a changé depuis tant de siècles. La porte est derrière moi. Je monte les escaliers en y laissant mes dernières forces. J'entends des cris, mais cela m'importe peu. La porte est en face de moi. Je respire. Peut-être pour la dernière fois. Je lève le poing contre le battant. Qui est là ?